Les otages, ils sont toujours 240 entre les mains du Hamas. Et ce qui nous a inquiété d'une certaine façon pour eux cette nuit, c'est que la frappe sur le camp de réfugiés de Jabalia, dont on parlait il y a quelques minutes, eh bien, pourrait avoir une conséquence sur les négociations dans le dossier des otages. Voilà ce que disait le Qatar, le ministre des Affaires étrangères. C'est une citation. On va la découvrir. L'extension des attaques, y compris les hôpitaux, les écoles, les zones habitées, les abris pour personnes déplacées, constitue une escalade dangereuse des affrontements et compromettra, c'est de l'affirmatif, compromettra les efforts de médiation. Voilà un communiqué qui a été publié après la frappe sur Jabalia. Compromettra les efforts de médiation. Menace, gesticulation, comme on dit souvent, ou réalité. C'est pas très étonnant que le Hamas fasse ce genre de communiqué. C'est le Qatar. Pardon, que le Qatar fasse ce genre de communiqué. Excusez-moi, pardon. La langue a fourché. C'est pas très étonnant parce qu'en effet, il veut se situer dans toute la mouvance islamique de la région. Maintenant, je pense que puisqu'il joue un rôle clé dans ces négociations, y compris pour les otages, je pense qu'actuellement, il cherche à obtenir la libération des otages qui ont une double nationalité, qui ne sont pas uniquement israéliens et qui sont civils. Pour les militaires, ça sera plus compliqué. Ils seront libérés probablement en dernier, s'ils le sont. En revanche, des civils qui sont des citoyens français ou d'autres pays européens ou les États-Unis, effectivement, là, je pense qu'ils cherchent vraiment à les faire sortir en faisant valoir que c'est l'intérêt du Hamas de les enlever pour effectivement diminuer un peu la pression internationale. Mais là, donc, il nous annonce, le Qatar annonce que ça compromet les efforts de médiation. Il faut écouter ce que disait le grand négociateur interrogé par notre consoeur de TF1, Liseron Boudoul. Elle l'a rencontré à Doha et lui se vantait d'être au cœur. Donc, est-ce qu'il y a un recul? On en reparle, on écoute d'abord ce qu'il nous disait. Le Qatar travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur cette tâche essentielle. Le but est de libérer les civils et en particulier les civils étrangers. Ce n'est pas une démarche facile, c'est l'une des plus difficiles médiations sur lesquelles nous avons travaillé. C'est un travail qui se fait entre deux entités, deux parties qui ne se font pas du tout confiance. Et le plus important, et ce qui rend notre travail extrêmement compliqué, c'est le haut niveau d'escalade que nous constatons chaque jour. Les bombardements incessants dans Gaza, la situation des habitants, cela nous met en difficulté pour avancer. Voilà, et depuis cette interview, le temps est encore monté, parce que c'est plus ça nous met en difficulté, ça compromet, général. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur ces négociations? Forcément, oui, il faut s'inquiéter de tout. Je reviens sur ce qui s'est passé à Rafah, sur le départ on est tous soulagés pour les quelques-uns qui sont partis. Il ne faudrait quand même pas oublier les 2 millions qui sont restés derrière et qui n'auront pas ce choix et qui sont aux mains du Hamas, soumis à la vindicte d'Israël. Alors, il y a quand même une chose qui m'étonne dans le Hamas, quand il a fait ses otages, avait dit dans les premiers jours qu'il en exécuterait, selon la réaction israélienne. Et là, pour l'instant, ils font canard et n'en parlent plus. Alors, je voudrais peut-être pas, j'espère ne pas leur donner de mauvaises idées et que demain, ils commencent à en exécuter en disant on a entendu un gars sur un plateau nous rappeler cette bonne idée. On ne plaisante pas avec ça, en effet. Mais bon, regardez la citation peut-être. Chaque fois que notre pour l'instant, on dit ça complique la négociation. C'est pas la même chose que on voit sur les réseaux sociaux 2 otages exécutés comme ça en disant voilà, ça c'était pour le bombardement d'hier. Donc le Hamas. Où voulez-vous en venir en fait? Je dis que le Hamas, pour l'instant, ne met pas à exécution ces menaces qu'il avait proférées dès la capture des otages. Il avait dit nous prenons ces otages exprès et donc il avait menacé d'en exécuter en fonction de la réponse israélienne. Pour l'instant, il ne parle pas d'exécution. Ça fait 2 semaines, on parle de négociations compliquées. Bon, c'est un jeu aussi, ces négociations pour le Hamas. Et quelle conclusion vous en tirez? J'en tire comme conclusion que le Hamas est peut-être plus proche d'une discussion qu'on veut bien le comprendre, que les Israéliens veulent le dire. Les Israéliens ont besoin de se venger.
quand ils auront soif, quand ils auront rassasié leur soif de vengeance, après, il faudra parler. Le Hamas est peut-être prêt à parler. Valérie ? Moi, je voudrais revenir au Qatar. Je ne partage pas du tout votre point de vue. Pourquoi ? D'abord, je ne pense... de ma part. Voilà, votre hypothèse. D'abord, le Hamas ne peut pas être un interlocuteur direct d'Israël. Ça peut passer par un certain nombre de médiateurs, mais il ne peut pas être assis à la même table. C'est un groupe terroriste face à une démocratie. Quoi qu'on puisse penser, et j'en pense pas beaucoup de bien, du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ça, c'est la première chose. Qu'ils soient prêts à une négociation, je ne crois pas. Ils attendent que la tension continue à monter dans les pays arabes pour se retrouver en position de force. Ce que je veux dire sur le Qatar, c'est que pour la première fois, la question palestinienne n'a jamais été une des priorités des pays arabes de la région. Ça, il faudra s'y arrêter quand même. Là, pour la première fois, il y a un front uni arabe contre Israël et en faveur des Palestiniens. Et quand je dis un front uni arabe, ce n'est pas seulement l'opinion publique, ce sont aussi les gouvernants. Il n'y a pas eu de condamnation des massacres du 7 octobre. En revanche... Pas en tant que tel. En tout cas, il y a une accusation de ces pays arabes du fait que ni les États-Unis ni les pays occidentaux n'acceptent d'appeler à un cessez-le-feu. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la menace du Qatar. C'est une pression exercée sur les États-Unis et les pays occidentaux pour leur dire il nous faut arriver à un cessez-le-feu pour commencer à dénouer ce qui peut l'être. Voilà. C'est une forme de pression, évidemment, qui est mise sur Israël, mais au-delà, sur les pays qui essayent... Alors, il y a trêve militaire et trêve humanitaire. Non, la France a encore militaire. réitéré son vœu de trêve humanitaire. Et Joe Biden, hier, après l'annonce de la frappe sur Jabalia, dit « Attention, Israël devrait épargner les civils ». Et Anthony Blinken arrive vendredi en Israël, sans doute pour essayer d'exercer une pression pour une trêve humanitaire. La question, c'est est-ce que le Qatar peut dire « Moi, je ne veux plus du tout être le négociateur des otages, compte tenu de ce que Israël continue de bombarder Gaza ». Je vous pose la question, Bertrand Badi. Est-ce que le Qatar peut dire « Maintenant, c'est terminé. Les otages, vous vous débrouillez. Nous, on ne veut plus en être ». Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Je crois que pour répondre à votre question, Elisabeth, il faut redéfinir ce qu'est une négociation dans le contexte de cette guerre qui n'a rien à voir, encore une fois, avec les guerres qu'on a connues autrefois. Autrefois, la négociation, c'était l'expression d'un rapport de force d'État à État. Et on se mettait autour de la table de négociation, le vainqueur imposait plus ou moins ses volontés au vaincu, je dis plus ou moins, selon l'habileté diplomatique du vaincu, qui savait moduler, etc. Cette négociation, il ne faut pas oublier que la dernière réelle qui a eu lieu, c'est en 1856 à Paris, à propos de la guerre de Crimée, mais ni après la Première, ni après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce genre de négociation. Donc c'est déjà vieux comme modèle. La négociation, peu à peu, s'est transformée et est devenue davantage un instrument qu'une fin. C'est-à-dire, dans le jeu extraordinairement complexe de transactions entre les acteurs, on menace d'ouvrir ou de fermer des négociations. Et là, le Qatar, qui, il faut bien l'admettre, est un État très moderne. C'est-à-dire qui a très bien compris ce que sont les nouvelles relations internationales et qui sait très bien en jouer. Joue de, je dirais, si vous me permettez avec beaucoup de guillemets, ce chantage à la négociation. En espérant, et je crois que le pari vaut le coup, que c'est une pression efficace sur un certain nombre d'États. Si vous ne vous comportez pas de telle manière, j'arrête de négocier, je ferme la porte, vous débrouillez, vous allez voir quelqu'un d'autre qui fera le travail à ma place. Ce sont les nouvelles formes de pression qui existent dans le jeu international. Alors, ceci étant dit, je voudrais adresser un bémol. Et donc, pardon, il n'y a aucun intérêt pour le Qatar, pour répondre à ma question un peu rustique, de sortir du jeu. Non, mais le Qatar est effectivement... C'est une menace qu'elle ne mettra pas à exécution. Le Qatar est au centre du jeu, précisément parce qu'il a compris quel usage nouveau on peut faire de la négociation. Et c'est très intéressant. Ce qui va de pair, et là je suis en léger désaccord avec mes amis autour de ce plateau, que tout le monde, en se cachant ou en se dévoilant, négocie.
On n'a jamais arrêté de négocier dans le monde, quel que soit le partenaire. N'oubliez pas, par exemple, comment du temps de Ahmadinejad, les Américains négociaient. Ahmadinejad, ce n'est pas un homme très sympathique. Vous nous rappelez Ahmadinejad? Exactement. Mais le dirigeant le iranien. président iranien, dans une période qui était celle du début de ce siècle et qui était très radicale. Négocier en secret, les États-Unis négocient en secret avec Ahmadinejad à Oman. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'Israël négocie avec le Hamas, vous pensez? Mais bien entendu, mais des négociations indirectes, secrètes, Que nous voilées. dit le diplomate? Comment? Que nous dit monsieur l'ambassadeur? Écoutez, il y a 3 jours, le chef des services secrets israéliens était à Doha. On l'a montré à la télévision hier soir. Donc, bien sûr, moi je partage l'avis du professeur. Oui, mais... Bien sûr, on négocie. La question de savoir qui négocie. C'est pas un ministre, c'est pas un membre d'un gouvernement, c'est les membres des services. Et pour les otages, c'est généralement ce qui se passe. Et comme les services ont entre eux des liens, quelle que soit la situation, ils ont des liens, parce qu'ils ont des rapports, même en situation très difficile. Effectivement, ce canal-là n'est pas rompu et ne le sera pas. Simplement, c'est un canal secret. Quand le patron du Mossad, et en effet, vous avez fait bien de le rappeler, est à Doha, c'est forcément pour parler des otages? Ah non, oui, mais Il n'est pas venu acheter du d'accord, terrain. bien sûr. c'est évident. Et donc, il y a cette négociation. Vous êtes d'accord sur ce plan-là? Oui, c'est pas un ministre du gouvernement, c'est la différence. Voilà. Mais Elisabeth, vous étiez trop jeune au moment de la guerre d'Algérie pour vous en Vous me souvenir. flattez, Bertrand Badi. Eh ben, c'est pas une flatterie, c'est un compliment, c'est différent. Et moi, pourtant, j'avais l'âge de raison. Et on se souvient de cet écheveau de négociations secrètes qu'il y avait entre le gouvernement de Michel Debré, présidence du général de Gaulle, et le FLN. Le FLN qui perpétrait des crimes qui ressemblaient comme de gouttes d'eau, peut-être en moins parce qu'il y avait moins de médiatisation à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais quand vous prenez des otages dans une banque, je ne pense pas que ça vous soit arrivé, mais on pourrait l'imaginer, vous négociez avec les preneurs d'otages, le GIGN négocie avec les preneurs d'otages. La négociation, il faut bien comprendre que la négociation, c'est pas la légitimation. Parler avec quelqu'un, c'est pas lui donner raison, c'est essayer de trouver une solution qui sauve l'essentiel, et l'essentiel, c'est quand même une vie humaine. Mais quand un pays démocratique négocie avec un groupe terroriste... Oui, enfin, démocratique ou pas démocratique, je veux dire. La nature du régime n'a rien à voir. La nature du régime n'a strictement rien. C'est ce que se disent quand même beaucoup de ceux qui sont attachés au fait qu'il ne faut pas reconnaître le Hamas comme un interlocuteur digne d'une démocratie. Non, je vous pose la question, moi. Eh bien, je vais vous y répondre. Je vais vous y répondre. Je veux dire, une démocratie peut, dans son action internationale, commettre des crimes de guerre. Et elle le fait communément. Et qui n'a pas péché jette la première pierre. Alors, la négociation, face à cela, c'est vraiment de moindre importance. Hein. Je voudrais qu'on... Excusez-moi, je vous interromps un instant. Le Hamas annonce la mort de 7 otages, dont 3 étrangers dans le bombardement de Jabalia. Voilà, ça pas des exécutions. C'est pas la première fois. Plus ou moins délibéré, ils les ont mis là où il fallait. On a difficilement les moyens de vérifier. Sauf erreur, c'est pas la première fois qu'il annonce que des otages sont morts sous les bombardements. Absolument. On n'a aucune preuve de cela, mais c'est évidemment un facteur d'angoisse terrible pour les familles. On va écouter le porte-parole de la branche militaire du Hamas, justement, Abou Beïda, qui s'est exprimé sur une possible libération d'otages dans les prochains jours, mais des otages étrangers. On l'écoute. Certains pays ont demandé, par le biais d'intermédiaires, la libération de certains étrangers détenus à Gaza. Nous avons reçu les demandes de ces pays. Nous avons informé les intermédiaires que nous libérerons un certain nombre d'étrangers dans les prochains jours, conformément à la position que nous avons annoncée précédemment. À savoir que nous ne voulons pas ou n'avons pas besoin de les garder ou de continuer à les détenir à Gaza.